une conférence en deux parties. Deux parties. La première partie va discuter des différences des plans de gestion qu'on a RTLB par rapport au nouveau plan de gestion 2020-2027. Et on va discuter aussi des chiffres qui ont sorti pas plus tard qu'avant hier. On a fait du temps supplémentaire de soir pour essayer de faire des tableaux qui vont vous parler. Et puis, on va vous parler de nos chiffres aussi à nous qu'on a fait dans les 10-15 dernières années là, de projets qu'on a eus. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, ce qu'on va parler, c'est plus le côté tout ce qui est gestion pour limiter les stress hivernaux. Tu sais, le RTLB, on se demande est-ce que c'est bon dans les zones à faible densité? La réponse est oui. Puis je vais vous expliquer aujourd'hui comment on aligne ça. Fait qu'aujourd'hui, on commence ça. RTLB, visite plan de gestion 2020-2027. Après ma barre, là, il faut responsabiliser les chasseurs, responsabiliser le ministère et responsabiliser l'industrie. On a tous un rôle à jouer là-dedans, puis on doit tous y participer, que ce soit le chasseur, à un moment donné, on le sait des fois qu'on a le droit à plus de chevreuils qu'on pourrait en récolter, mais à un moment donné, il faut être logique dans notre démarche, là. Et puis, responsabiliser le ministère, là, et c'est ça qu'on fait avec l'UPF, là, il faut absolument qu'il rouvre. Il faut absolument qu'il y ait un esprit d'ouverture pour qu'on puisse discuter ensemble. L'UPF, vous l'avez vu, là, on a parlé tantôt avec Richard, qui est biologiste. Moi, je suis tech agricole. François est tech de la faune. On a des gens, des pros de terrain, des ingénieurs forestiers. On sait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur le terrain. Puis, on veut se responsabiliser et trouver une façon de faire qui fait que notre chasse, notre qualité de chasse va être supérieure. On voit beaucoup dans les documents du ministère, je vous le marque, là, gestion durable de l'espèce et de son habitat. Favoriser leur mise en valeur au bénéfice des Québécois. C'est toutes des belles phrases qu'on voit. Création de richesses pour les régions. Voir leur potentiel de développement. C'est toutes des choses qui sont écrites, qui sont super belles, mais est-ce qu'on atteint nos objectifs? Quand on dit que ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de gérer nos densités là, dans les zones agroforestières, puis qu'on n'est pas capable, la biodiversité dans ces régions-là, là, elle en mange un solide coup. L'île du Canada est en train de disparaître, le cèdre n'est pas capable de se régénérer, la lièvre est en baisse parce qu'il n'y a plus d'habitat. Bref, la biodiversité elle mange un coup. Dans les zones à plus faible densité, ben on parle des ravages qu'on bûche à plein. Ça, c'est des parties de territoire qui sont super importantes pour notre gibier. Création de richesse, là, on s'entend, là, on a perdu 45 000 chasseurs de 2007 à 2019. Fait que c'est pas en perdant des chasseurs comme ça qu'on va venir à bout de créer de la richesse en région. On s'entend, là, les villages qui sont à l'extérieur des grands centres urbains, là, la chasse, la pêche, le tourisme, c'est des activités économiques qui sont hyper importantes pour eux autres. Fait que, puis pourtant, les autres chasses comme l'orignal, l'ours, le dindon, l'orignal est stable. Et tu sais, on dirait que on a une perte de chasseurs parce que la population est vieillissante, on pourrait comprendre, mais il y a eu encore 168 000 chasseurs cette année d'orignal. Fait qu'il n'y a pas de raison que le chevreuil ça soit tombé aussi bas. La raison principale, c'est parce que le produit n'est pas intéressant sur le terrain. Potentiel de développement, là, normalement, un potentiel de développement, 20 du cheptel, là, c'est pas mal l'objectif que le ministère a à récolter. Mais présentement, il y a des zones où on récolte 3, 4, 5 puis les plus belles zones comme la 6, là, on est encore à 12 ou 14 de récolte du cheptel que sur le terrain. Fait qu'il y a place à amélioration, il y a place définitivement là, pour améliorer notre qualité de chasse. Trouver une solution pour satisfaire tout le monde. L'UPF ou le RTLB ou QDMA, parlez, tu sais, là, nommez n'importe quel nom, là. Pour être clair, on n'est pas des chasseurs de trophées, loin de là. Ça, c'est une étiquette que, à la base, M. Huot du ministère nous avait mis comme étiquette qu'on était juste des chasseurs de trophées, puis on dirait que ça nous suit depuis ce temps-là. Là. On n'est pas des chasseurs de trophées, on est des gestionnaires qui, en partie, récoltent plus de femelles que de mâles. Fait que
Arrêtons de dire qu'on est ça. C'est pas le cas du tout. Vous allez voir dans la conférence, notre idée en arrière de tout ça, là, c'est loin d'être ça. Fait que trouver une solution, là, l'objectif, on veut pas que le chevreuil explose dans des zones agricoles pour que les l'UPA aient des troubles avec le récolte. Là. Même affaire avec les accidents d'auto, l'industrie forestière, là, de la régénération forestière, on veut que ça soit présent. Là. Mais en même temps, on ne peut pas se permettre de sacrifier le gibier pour perdre l'industrie, la chasse. La chasse, la pêche au Québec, ça se compte en milliards de retombées économiques. Le chevreuil, c'est une centaine de millions. On ne peut pas se permettre de perdre ça. Fait que c'est de trouver une solution pour que l'UPA, que tous les agriculteurs aient beaucoup moins de pertes agricoles, qu'il y ait moins d'accidents d'auto, mais en ayant moins de chevreuil, mais meilleure qualité, tout le monde va gagner son compte, puis tout le monde va être gagnant là-dedans. Fait que c'est ça qu'on vise. C'est pour ça qu'on vise une meilleure ratio mâle-femelle 1 pour 1, qui d'ailleurs, c'est ce que le chevreuil a besoin. Dans la nature, s'il n'y aurait pas la présence d'humains, les ratios sont presque 1 pour 1. Ça, je vais revenir un petit peu plus tard, là, mais vous allez voir, je vais en discuter. Le chasseur, là, c'est l'outil de gestion pour contrôler la faune. Que ce soit les viandeux ou les corneux, comme le monde appelle, tout le monde a sa place. Puis, il n'y a pas de honte à un ou à l'autre. T'aimes la viande? Fine, parfait, on va récolter de la femelle, puis ça va être excellent. Puis il y en a qui aiment des cornes, c'est parfait, c'est normal. Puis d'ailleurs, toute l'industrie est basée là-dessus. Là. Les revues, là, ce que tu vois, c'est pas un spike que tu vois dans une revue. C'est un beau bac. Fait qu'il faut pas avoir peur de le dire, puis il faut pas avoir peur d'avoir le goût de ça. Tout le monde a le goût, un jour, de pouvoir récolter un beau panache, ou bien non, de récolter une belle venaison pour avoir notre viande pour l'hiver. Fait que présentement, ça fonctionne pas bien, puis il y a un mouvement de la part de plusieurs gens qui le démontrent. Fait que pourquoi ne pas essayer autre chose? C'est une question simple, mais elle est hyper importante. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Et c'est là que moi et François, on est intervenu avec avec les travaux qu'on a faits. On a remarqué des choses, on a appris énormément pendant ces années-là. C'est là qu'on a formé une équipe pour produire, comment je pourrais dire ça? Pour présenter un projet RTLB au ministère. L'équipe était composée de 2 biologistes, 2 techniciens de la faune, un technicien agricole, 2 représentants de la Fédé, puis un chasseur. Fait que on avait des gens de tous les domaines pour être certain de satisfaire un maximum de monde puis de prendre les meilleures décisions possibles. Un seul point a été accepté intégralement. Et là, on explique, je veux que les gens comprennent pourquoi le RTLB, ouais, c'est rien que les cornes. Non, il y avait beaucoup plus que ça, puis je veux que les gens comprennent c'est quoi qu'on a présenté à nos gestionnaires. À la base, nos gestionnaires ne voulaient pas trop de variables. Ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on veut juste le RTLB pour évaluer quelles seront les conséquences du RTLB sur notre population. À la base, c'est pas ça qu'on voulait parce que quand tu changes de recette, une recette, tu as plusieurs éléments dans une recette. Tu fais un gâteau, là, tu peux pas faire un gâteau avec de la farine. Là. Ça prend des œufs, du lait, du sel, ça prend plusieurs éléments pour avoir un succès. Luc. Oui. Je veux peut-être amener une petite précision ici. Il y en a plusieurs qui pensent en ce moment que le RTLB, ce qu'on prône, ça peut arriver pas en claquant des doigts ou en faisant des pressions. Ce qui est important de rappeler, c'est que actuellement, puis même dans le passé, s'il a été possible d'implanter un projet expérimental dans une zone pour expérimenter le RTLB, c'est tout simplement parce que dans le plan de gestion passé, il y avait une mention où c'était mentionné qu'on pouvait tester et implanter dans le cadre du plan de gestion précédent une expérimentation sur la taille légale des bois. Actuellement, une de nos grandes craintes, c'est sûr qu'on l'a toujours pas vu parce qu'il est toujours pas accessible à nulle part, mais dans le plan de gestion actuel, de ce qu'on en comprend, c'est qu'il n'y aurait pas de mention RTLB ou de possible poursuite du projet RTLB, puis c'est ça qui nous fait craindre la suite. Fait que ce qui est important de savoir, c'est que quand les plans de gestion sont établis, ben, s'il y a quelque chose qui n'est pas marqué dans le plan de gestion, c'est très, très difficile à faire changer.
Fait que je voulais juste apporter ce petit point-là. Si ça allait été possible à l'époque, c'est parce que c'était mentionné. Ça pouvait pas être implanté n'importe où, par contre. Ça pouvait être implanté dans des zones qui présentaient des conditions particulières. C'était précisé dans le plan de gestion. C'est d'ailleurs pourquoi que ça avait été refusé dans les Laurentides et que ça a finalement été accepté dans la zone 6, parce que la zone 6 présentait les caractéristiques demandées par le ministère. C'était juste ma petite parenthèse là, que je te laisse poursuivre. Puis avant d'aller plus loin, je te dis que je m'occupe des commentaires qui passent. Ça concentre tous à la conférence. Puis des fois, je te vois regarder, mais je m'occupe des questionnements puis du suivi de ça, puis je t'écoute. Gros merci, Frank. À la base, le RTLB, nous, on l'avait demandé dans la zone 6 Nord seulement, parce que la 6 Nord était beaucoup plus stable, c'était vraiment uniforme comme zone, une zone agroforestière vraiment uniforme. Le ministère nous avait imposé la 6 Sud qu'on ne voulait pas parce qu'il y a des parties très forestières et d'autres parties très agricoles. Fait que c'était très difficile d'amener le projet dans cette zone-là. On n'a pas eu le choix d'accepter, sauf que je veux juste être clair que c'est pas ce qu'on voulait. Même qu'on avait demandé à Dr. Greenwood, on y avait écrit, il nous avait envoyé un courriel. Il nous avait mentionné que non seulement la 6 Nord est assez grande, mais vous pourriez la couper en deux pour faire votre zone témoin à côté. Fait qu'on a été bien déçus de ça, mais qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, c'est un point que je voulais mentionner pour être certain que les gens disent que oui, effectivement, la 6 Sud n'est pas idéale pour faire un projet. Elle n'était pas idéale dans ce temps-là pour faire le projet RTLB parce qu'elle elle n'est pas uniforme. Fait que le seul point qui a été accepté intégralement, c'est avoir au moins 3 points d'un côté du panache. Et ça, pourquoi qu'on a demandé 3 points d'un côté? C'est que nos trois années d'études avant de présenter le projet, on s'est aperçu que 86 à 93 % des mâles d'un ennemi n'avaient pas le 3 points d'un côté. Fait que c'est pour ça qu'on avait demandé le 3 points pour être sûr de protéger un maximum de bocs d'un ennemi. Fait que ça, c'est la base de notre demande. Je fais une parenthèse au niveau des bocs, parce qu'il y a eu une crainte au niveau, tu sais, on tire tous les plus beaux spikes, les plus beaux bocs d'un ennemi, puis on laisse tous les spikes sur le terrain. Est-ce que ça va avoir un effet sur la génétique des mâles? Il faut comprendre que plusieurs documentations faites un peu partout aux États-Unis, là. Le spike n'est pas génétiquement inférieur. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer un spike. Sa date de naissance. Un veau qui naît tard, puis qui n'est pas prêt pour l'hiver, puis qui réussit à passer l'hiver, c'est bien possible qu'il ait perdu beaucoup d'énergie à combattre, et puis ça va se refléter sur son panache l'année d'après. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieurement génétiquement inférieur. Que ce soit une portée de 1 à 3, une femelle qui a 3 veaux, ça se peut que le mâle n'ait pas un panache aussi développé. Que ce soit la qualité de l'habitat, la qualité du sol, une femelle dominante par rapport à un autre. C'est tous des facteurs qui vont influencer. L'expression de l'eugène va rester inférieure. Fait que quand il part spike jeune, il va toujours rester un peu inférieur. Mais tu sais, on parle de bocs de 120 à 135. Des études américaines ont démontré qu'un spike, là, à maturité de 5 à 4, 5, 6 ans, il va atteindre des niveaux de 120 à 135 Bonnie Crockett. Je vais vous montrer des photos à la fin de la présentation, là. Puis je vais vous dire que 120 à 135, il n'y a rien de gênant là. Fait que c'est pas... Puis d'ailleurs, tu sais, l'inquiétude provenait du ministère, puis ça, j'avais de la misère à comprendre pourquoi, parce que c'est eux-mêmes qui disaient qu'on était des chasseurs de gros bocs, puis c'est pas nous qui s'en inquiétaient. Fait que au-delà de la génétique, il y a bien d'autres facteurs qui font qu'un mâle va être un spike plutôt que la génétique. Puis n'oubliez pas, la génétique aussi, c'est femelle. Fait que, comment faire pour voir la femelle, quelle génétique qu'elle a là, pour faire un beau boc ou non. Là. Fait que la génétique, oubliez ça, là, c'est pas un impact majeur. Là. Les points modifiés, nous, on a demandé de ramener la peau noire avant la carabine parce que ça faisait aucun sens de récolter nos femelles après le rut, pratiquement après le rut, mais de récolter nos mâles plus tôt. L'ouverture de la chasse commençait début novembre, 1er, 2, 3 novembre. On récoltait nos mâles avant le rut, puis on récoltait nos femelles à la fin de la saison, alors qu'il y en a qui étaient déjà accouplés. Fait que ça faisait aucun sens biologiquement. Fait que ça a été accepté, mais par contre, nous, ce qu'on voulait, c'est d'avoir la saison de la poudre comme on avait avant, juste à femelle.
Fait que les gens qui auraient eu un permis pour tirer une femelle auraient eu une saison pour remplir le permis puis rééquilibrer nos ratios mâle-femelle avant le rut rapidement. Là, ce qui s'est passé, c'est que les chasseurs avaient le permis de femelle, mais ils attendaient le boc au cas où qu'ils voyaient un beau boc, puis ils ne tiraient pas le femelle, la job ne se faisait pas. L'autre aspect, permis exclusif, on avait demandé un permis exclusif pour être certain que les gens qui viennent chasser dans la 6 n'aient pas le droit d'aller dans d'autres zones pour justement, maintenant, tu pognes un spike dans la 6, tu sors, tu vas dans la 4, puis tu l'enregistres dans la 4. Fait que si tu achetais un permis dans la 6, ce qu'on voulait, c'est que ça reste dans la 6. Malheureusement, ça n'a pas été accepté dans ce sens-là. Ils ont émis un permis de... Pas un permis de zone, un permis pour le projet RTLB, qui coûtait 10 $ à l'époque. Et puis, ça donnait le droit de chasser dans la 6, mais les chasseurs pouvaient aller chasser dans les autres zones. Fait que ça n'a pas été fait de la façon qu'on l'avait présenté. Autre point, conditions plus permissives pour la relève. Ça a été refusé complètement. Ce qu'on voulait, nous autres, c'est de donner la chance à la relève de pouvoir récolter n'importe quoi. Veau, mâle, femelle. Ce qu'on voulait, c'est que la relève ait du fun, trip sur le terrain. Puis, de toute façon, c'est pas la grosse majorité là, des chasseurs. Là. Fait que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait vraiment du succès. Date de la période de chasse harmonisée avec la 8, ça a été refusé aussi. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment de reculer le plus possible la récolte de mâles pour donner la chance qu'ils récoltent un maximum de femelles. Ça a été refusé. Flexibilité réglementaire selon les hivers, ça aussi, ça a été... comment je pourrais dire? Ça n'a pas été accepté, carrément. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est que selon les hivers, on émette des permis de femelles par zone selon nos duretés de l'hiver. Et puis, de diriger notre récolte pour contrôler nos densités à partir de là. Ça n'a pas fonctionné. Surveillance et suivi scientifique, on avait suggéré à nos gestionnaires de faire un genre de... Allez, François, peux-tu m'aider? Un genre de... Un survey. Un survey avec les chasseurs. Un genre de petits carnet, un carnet de notes que les chasseurs auraient pu faire pour visualiser ce qu'ils voyaient pendant la saison de chasse. On avait suggéré aussi de continuer à faire nos suivis, nous autres, scientifiques, pour faire le suivi de l'évolution du cheptel avec ce projet-là. Fait qu'ils ont décidé de faire le suivi scientifique de leur côté, puis c'est correct, il n'y a pas de problème, là, mais nous, on a continué de le faire individuellement de notre côté aussi. Récolte ciblée, nous autres, dans la 6, on savait qu'en mettant l'accent sur les femelles puis en ramenant le ratio mâle-femelle égal, on savait que la population serait plus dynamique. Fait qu'on voulait s'assurer que dans des secteurs agricoles où il y avait des problématiques, de se donner des outils pour être certain de venir en aide aux agriculteurs puis de récolter une plus grande quantité de chevreuils dans ces secteurs-là. Ça avait été refusé aussi. Plan de gestion 2020-2027. Sondage, Luc, qu'on cherchait. Sondage, c'est ça. J'en ai trop dans la tête. La tête me chauffe. Plan de gestion, permis de zone. Ce que je veux, là, je vous présente tous les points qu'on a eu avec le plan de gestion. Je vous dis les bons côtés parce qu'il y a eu des points positifs dans le nouveau plan de gestion. On parle beaucoup des points négatifs, mais il y a eu des points positifs et je veux prendre le temps de le mentionner pour être certain de bien comprendre ce qui est bon, ce qui est moins bon, puis de s'ajuster. Permis de zone, là, c'est un super outil. Ça nous donne une chance de connaître la quantité exacte de chasseurs dans chaque zone, puis de mieux répartir les permis après ça dans chaque zone. Fait que c'est un super outil, ça, c'est pas un problème. Partage du permis de 500 bois. Ça aussi, c'est un outil, un bel outil. Il faut juste faire attention avec la quantité de permis qu'on émet, parce que là, dans les années antérieures, on émettait 3 à 4 fois plus de permis que qu'est-ce qu'on récoltait parce qu'on savait que les chasseurs ne récoltaient pas. Fait que là, il faut faire attention dans le sens que oui, on peut partager le permis de 500 bois pour avoir un meilleur taux de succès, fine, mais il faut faire attention à la quantité de 500 bois qu'on donne. Là. Mais c'est un super outil pour atteindre nos objectifs. Abolition du permis RTLB, très bonne nouvelle. Ils ont quand même ramassé plus d'un demi-million là, d'argent pour étudier ce projet RTLB-là. Là. Fait que ça, c'est des belles argents là, pour nous amener des données qui vont nous servir pour plus tard. Là. Nouveau calendrier. Ce qu'on nous avait refusé pour la zone, d'harmoniser la zone 6 avec la zone 8, de retarder d'une semaine la chasse au mâle.
est apparu dans le nouveau plan de gestion. Fait que ça c'est une bonne nouvelle. Nouveau calendrier, ça nous donne une chance aux mâles d'accoupler un peu plus de femelles avant de les récolter. Fin de semaine de relève, super belle nouvelle aussi. On nous l'avait refusé, je ne sais toujours pas pourquoi, mais on l'a ramené. Le seul point qu'il faut faire attention avec la fin de semaine de la relève, c'est que c'est un petit peu compliqué pour les jeunes dans le sens que il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas, mais il faut s'inscrire avant le mois de septembre pour avoir le droit d'acheter un permis de la relève. Fait que ça, il faut faire attention. Mais excellent projet, très, très beau projet de fin de semaine de la relève. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est peut-être permettre n'importe quel segment pour la relève. Il faut être certain d'avoir un taux de succès élevé pour ces jeunes-là. Zone 15, très, très, très bonne nouvelle, ça aussi, qu'on a ouvert la zone 15S et la 26 Ouest. Le seul bémol, c'est pourquoi qu'on n'a pas implanté le RTLB tout de suite en partant. Pourquoi qu'on n'a pas protégé un segment, puis ça, les citoyens de la place l'avaient demandé, ça a été refusé. Pourquoi, je ne le sais pas. On avait prévu 80 ou 90 mâles de récolte, on en a au-dessus de 500. C'est la catastrophe pour la 15S. Je vous le dis, là, même s'il y en a qui disent que c'est pas ça, là, c'est la catastrophe. C'était un joyau qu'on avait, puis remarquez bien, là, la 15S, là, c'est loin, là. Saint-Michel-des-Saints, là, il y a de la neige là, là. Comment ça se fait que dans une zone où il y a beaucoup de neige comme ça, que les hivers sont rigoureux, qu'on est parvenu à avoir un cheptel d'hyper qualité puis qui a attiré plein de monde à chasser dans ce coin-là? Vous allez voir, on va tout revenir, puis on va tout vous expliquer les points tantôt. Là. Puis la 15S, là, vous allez comprendre pourquoi elle avait ce succès-là. Je n'en dis pas plus long. Mais ça, là, c'est une gaffe monumentale qu'on n'a pas su protéger une partie des jeunes mâles, puis à la limite, là, contrôler la quantité de mâles qu'on aurait pu faire récolter, puis une quantité de femelles pour être sûr de garder notre ratio équilibré. Bref, il y a eu des bons côtés à l'ouvrir, mais de la façon que ça a été fait, j'ai des bémols là-dessus. Arrêter le pâtage d'hiver, ça, on passe rapidement parce que la loi a été un petit peu mal faite. Fait qu'on oublie ça. Les gens, ils sont encore capables de pâter. Interdiction d'urine naturelle, c'est une très bonne nouvelle. Avec la nouvelle maladie de chronique débilitante, c'était assez important qu'on enlève ça pour éviter, on ne veut pas de cette maladie-là au Québec. Ça, c'est clair. Et là, ça se casse et c'est là que ça devient plus difficile. Fait qu'il y a plusieurs points positifs, pas toujours faits de la façon comme... En tout cas, il pourrait y avoir des améliorations, mais somme toute, là, c'est quand même plusieurs bons points. Là où ce qui est la problématique, c'est les 2 permis par chasseur à la grandeur de la province, soit 2 bocs, à l'exception, bien sûr, si les gens font une demande de permis de 1600 bois, mais à la base, c'est que tu as le droit à 2 bocs par chasseur à la grandeur du Québec. Et pire que ça encore, la zone 8S, 8 Sud et 5 Ouest, c'est 2 bocs par chasseur dans la même zone. Et là, beaucoup de gens se disaient, hey, ça va être l'hécatombe, ça va être... Le but, c'était pas l'hécatombe en tant que tel. Le but, c'est qu'on dirigeait encore, le message qu'on envoyait, c'est qu'on dirigeait la récolte encore juste sur les mâles. Et encore les mâles. Et on l'a vu, les chiffres, vous allez voir les tableaux un petit peu plus loin, là, je vais vous les montrer, l'effet que ça a eu, là, puis c'est ça qui est catastrophique. La zone 8S, là, on va vivre ce qu'on a vécu avec la 7 quand on l'a ouvert à Pointe-Noire. Ça a pris 3 ans, c'était scrap, ça va être pareil avec la 8S. Les nouveaux engins, même chose. Nouveaux engins super ultra performants qui, dans les zones agricoles, ne font aucun sens. Là. Les agriculteurs sont encore dans le tracteur, ça récolte le maïs, ça récolte, ça laboure, ça l'étend de fumier. On ne peut pas croire qu'on peut permettre aux gens de tirer avec des 300 Ultramax du bord du chemin quand tu roules à travers les bois. Là, en tout cas, à mon avis, puis ça permet une récolte plus élevée de mâles. Là. On accentue tout le temps la récolte, c'est mâles, puis on donne des engins plus performants. C'est clair, vous allez voir les chiffres, là, il y a eu des augmentations de récolte de mâles dans ces zones-là, c'est épouvantable. Fait que moi, je vous pose la question, si le RTLB qui protégeait un segment, on protégeait un segment du cheptel, autrement dit, on était moins sévère, on protégeait une partie du cheptel. Ils nous ont demandé un protocole de 5 ans pour s'assurer que ça soit OK pour le cheptel. Je vous pose la question, pourquoi
que eux, avec 2 permis par chasseur, dont 2 dans la même zone, dans les 3 zones, pourquoi il n'y a pas eu de protocole d'essai pour eux? Ça, là, pour moi, là, ça fait aucun sens. Il n'y a pas de raison. Tu arrives avec... Écoute, nous autres, ils voulaient une variable, ils en ont 10. Puis ils arrivent avec quelque chose qui est là pour être encore plus agressif sur la récolte, puis il n'y a eu aucun protocole. Je vous pose la question, à vous d'analyser ça comme vous voulez, mais moi, personnellement, je trouve que ça ne fait aucun sens. Le pire, ce qui est le plus négatif dans le plan de gestion, c'est ce qu'il n'y a pas dedans. C'est ça qui est le pire. Il n'y a aucune mention pour le RTLB dans le nouveau plan de gestion. François, vous l'expliquez tantôt, là. Il faut que ça soit écrit dans la Bible, sinon, on n'a aucune chance que ça se passe. Luc? Oui. C'est ça là-dessus, on précise, là, je veux en parler parce qu'on s'avance. Là, on ne l'a pas vu, le plan complet. Il y a des trucs qui existent, je suis assuré dans le plan complet qui ne faisaient pas partie du résumé, mais pour l'instant, on vit depuis un an et demi quasiment, avec un résumé de 15 pages. Fait que, on espère que quelque part dans le plan de gestion complet, qu'il y a une mention RTLB ou qu'il y a une mention possible que cette expérimentation-là soit expatriée ou soit utilisée dans d'autres zones. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas la preuve de ça. Fait que c'est juste une petite précision que je voulais faire. Puis, oui, c'est excellent. Ça. Excellent, Frank. Fait que le RTLB soit pas... Écoutez, c'est hyper important que le RTLB soit à grandeur du Québec. C'est la base si on veut ramener nos populations de chevreuils à un niveau acceptable pour avoir du fun un peu dans le bois. Là. Ça va passer par là. Oups! C'est-tu moi qui a... Non, c'est moi. C'est beau, excuse. Okay. J'ai fait un petit test. OK. Puis l'autre outil, gestion des serres sans bois. De la façon qu'on le fait présentement, c'est pas la bonne façon pour atteindre nos objectifs. On le sait. Ça fait 30 ans dans les zones agroforestières qu'on a des surplus de chevreuils et on n'arrive pas à le baisser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le bon outil de gestion. Vous allez voir à la fin de ma deuxième présentation, je pense, j'arrive avec des pistes de solutions. Vous allez voir que c'est pas mal intéressant. On continue. Ça, c'est un petit tableau que j'ai fait à la dernière minute. C'est les deuxièmes permis. Il s'est donné 21 407 deuxièmes permis au Québec. Il y en a 14 000, au-dessus de 14 000 qui est allé dans les zones 5, 6, 7 où il y a plus de chevreuils. 66 % ont été dirigés dans ces zones-là. Seulement dans la 8, 6 263 permis. 30 % de tous les permis sont allés dans la 8. Et vous allez voir les chiffres, les tableaux tantôt, c'est quoi que ça a eu comme effet. Alors, quand on me dit, est-ce que ça va bien le chevreuil au Québec? Ben moi, quand je regarde ce tableau-là, il n'y a rien de plus clair que ça qui me dit que ça va pas bien, puis le produit n'est pas là. Perdre 45 000 chasseurs de 2007 à 2019, c'est clair qu'il y a un problème dans le bois et que les gens ne sont pas intéressés à y retourner. Parce que l'orignal, là, on est à statu quo, ça se maintient entre 165 et 175. Ça joue là-dedans là, depuis 10-15 ans. Puis le chevreuil, il est en chute libre. Là, il y a eu un regain à cause du COVID parce qu'on s'entend, tout le monde avait plus de temps, fait qu'ils se sont réessayés. Mais c'est un plaster, là. 10 000 de permis de plus les 20 000 deuxième permis, là. Ça fait quand même 156 000 permis là, vendus, puis on n'a même pas... Je pense qu'on a tiré pas loin de 2500 chevreuils de plus pour 30 permis de plus, 30 000 permis de plus. Fait que le citron, là, il est pressé au max, puis il n'y a plus de jus qui sort. Pas compliqué, il n'y en a plus de jus qui sort. Fait qu'on continue. Ça, c'est un tableau. Si je regarde, j'ai fait ce tableau-là pour vous montrer que si on regarde la récolte de 2019 par rapport à cette année 2020, ben, moi, je pourrais dire, ça va super bien. Je saurais regarder les augmentations. Toutes les zones, sauf la 5, puis sauf la 9. La 9, on sait pourquoi, là. Toutes les zones ont augmenté. Ça fait super beau quand on regarde ça. Quand on regarde l'autre tableau, là, à regarder par rapport à 2018, comment que la drop, comment que ça a été intense. Toutes les zones, à cause de l'hiver 2019, ont subi une drop hyper importante. Puis on n'a jamais été capable de la récupérer, cette drop-là. Sauf où? Sauf dans la 6 et dans la 8. La 8, c'était la zone la mieux gérée avant, puis là, avec le nouveau plan, c'est clair que là, elle s'en va dans l'autre sens. Là. Mais partout où on récolte autant de femelles que de mâles, c'est les zones qui ont été les plus résilientes à nos hivers difficiles de 2019.
toutes les autres zones, on le voit, il y a eu une perte. Ça ici, le nombre de récoltes de femelles. Regardez ça, là. Partout, pratiquement partout, sauf la 6. En fait, c'est partout. Il y a juste la 6 qu'on a récolté plus de femelles cette année que les autres années. Toutes les autres zones, on a diminué nos récoltes de femelles de façon assez importante. Et, par le fait même, de l'autre côté, pour la récolte des mâles, c'est l'effet inverse. Il y a beaucoup de zones où on a récolté beaucoup plus de mâles. À l'exception des zones où il y a eu des hivers hyper difficiles, on a eu de la misère à remonter à la pente. Fait que Luc, oui. Juste question de faire réfléchir. Le plan de gestion a favorisé, a dirigé nos chasseurs, encore une fois, vers la récolte des mâles. Exact. Dans la zone 6, certains ont mentionné que la 6 avait des piètres résultats. On s'est quand même maintenu. On s'est maintenu pourquoi? Parce qu'on a quand même une bonne monnaie d'échange puis que les gens l'ont pris, cette monnaie d'échange-là. Là, on a compris que la récolte des 1600 bois est importante. Là. Les tableaux le montrent bien. Là. On est la seule zone. On le préconise. Là. Tantôt, on l'a répété, puis c'est important de le répéter parce qu'on est souvent peinturés comme des chasseurs de trophées. Ouais. Tu me l'as dit, je tiens à le répéter, c'est hyper important, puis ça fait partie du fait aussi que des zones gérées de façon similaire vont se maintenir aussi en récolte. Là. Ouais, puis regarde, François, là, je reviens avec un tableau avant. Là. Récolte de serre, là, la 6, là, on dit que ça n'a pas été bon à cause qu'on a récolté moins de mâles, mais on parle de 200 quelques mâles de moins dans toute la 6, alors qu'il y a eu une grosse hiver 2019. Tout le monde a planté de 30-40 %. La 10, ça a planté 40 %. Nous autres, on a planté 200 box sur 3-4 000. C'est un peu, Luc. Un peu. On nous dit on ne voit pas les tableaux. Je ne vois pas tes tableaux. Enlève le zoom de page. Enlève le zoom de page. Y en a-tu qui. C'est généralisé, là? Oui, on le voit. OK, c'est beau, continue. C'est beau. C'est un qui ne voyait pas, mais ça devait être son système lié. On continue, excusez. Fait que tout ça, François, pour te dire que la 6, là, ça n'a pas été une saison catastrophique à cause de l'hiver 2019. Au contraire, on s'est maintenu et on a remonté. On a tiré 500 chevreuils de plus dans la zone 6. C'est pas un problème. Là. Les autres zones, il y en a beaucoup de zones qui ont perdu beaucoup de quantité de chevreuils. Mais la 6 s'est maintenue malgré les hivers difficiles. Là. C'est la zone la plus stable. Puis vous allez voir, j'ai un autre tableau. Là. Regardez ça. Là. 6 sud. Regardez là, le graphique en bleu, là, le côté bleu. Je ne sais pas s'il y en a qui voient mon... Attendez, je vais aller chercher mon curseur. Là. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, je le vois, Luc. OK, là, je veux juste faire disparaître ça, là, par exemple. Là. Oui. OK, fait que vous le voyez bien? Oui. OK. Il y a juste de quoi que je vais enlever que là. Pourquoi que ça reste là, là? OK, c'est beau. Fait que ici, le bleu, là, ça, c'est l'année de l'implantation du RTLB. Fait qu'on s'entend que la récolte a diminué cette année-là, puis dans le 6 Nord, la même affaire. Là. Parce que la première année, il y avait beaucoup moins de bocs disponibles pour les chasseurs. Mm-hmm. Et tout de suite après, là, regardez comment ça a été, là, ça a remonté, puis ça monte sans arrêt. Même 2019 ici, là. 2019, qui a eu un hiver dur, on est resté stable. Puis on a remonté tout de suite l'année d'après. Fait qu'on est revenu presque au niveau normal, puis on est beaucoup plus stable dans notre récolte. Regardez la zone 10 ouest ou la zone 7 sud, qui était notre zone témoin. Là. On a, tout de suite à l'hiver 2019, là, pouf, ça a tombé, je pense, il faudrait que je le calcule, c'est pas loin de 40 % de moins. Là. Puis on a remonté un peu à cause d'un hiver plus facile ici, mais on n'est jamais revenu comme on était parce que le cheptel est plus fragile. Plus fragile, puis je vais l'expliquer dans ma deuxième partie de conférence. La 7 sud, la même affaire. Là. On est tombé, on a remonté un peu, mais on n'est jamais revenu au niveau qu'on était avant parce que la population est plus fragile. Contrairement à la 6 où elle a été beaucoup plus stable, puis quand même, on a continué à monter pareil. Fait que ça, c'est des chiffres hyper intéressants. Puis oui, on s'est fait écorcher assez rapidement, puis c'est moi qui avais fait l'erreur de parler un peu trop vite du fait que je prévoyais une super école de masse cette année. J'avais oublié de regarder que
il y avait la strate des jeunes mâles de l'hiver difficile de 2019, que eux, c'était pas en 2019, mais en 2020 qu'on avait la répercussion parce que on chasse des bocs de 2 ans et demi et plus. Mais malgré cet effet-là, on a maintenu notre école pareil. C'est important de mentionner aussi, Luc, projet RTLB, il était à sa 4e année cette année, puis que la journée qu'on va avoir une zone que ça fait 7, 8, 9, 10 ans qui est implantée, ben le trou, le manque de bocs, le peu de manque de bocs qu'on a eu cette année va être comblé par les mâles qui vont faire du 5, 6, 7, rarement 8, 9, 10 ans, mais ils vont être là quand même. Là, ces structures d'âge-là, on les a pas. En tout cas, s'il y a quelques individus ici et là, mais avec le temps, ben cette structure d'âge-là va mieux apparaître, puis va être présente pour les chasseurs. Là, on les avait pas, là. Non, plus le projet va être mature, exact. Plus la récolte va être stable. Et ça, là, c'est hyper important, surtout dans les zones où les hivers sont plus difficiles. C'est hyper important de comprendre ça. Là. Puis ça, je vais l'expliquer dans ma deuxième partie de conférence. On continue. Là, c'est beau. Il faut savoir c'est quoi qu'on a besoin sur le terrain. C'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on a. Situation désirable, ça, je vous ai marqué les références. Là. Ça vient à partir de QDMA, de Dr. Gwen Woods, qui est son livre, le Deer Management 101. Ceux qui veulent lire ce livre-là, c'est vraiment un livre exceptionnel, là, c'est écœurant. Ça explique beaucoup de points au niveau de la gestion du cheptel. Là. Dans les zones forestières, on parle de 4 à 12 chevreuils au kilomètre carré. Et c'est normal qu'il y en ait moins que dans les zones agro-forestières. Les bonnes densités, là, quand on dépasse les 4-5 chevreuils kilomètres carrés, ça commence à être raide pour l'habitat. On va se rendre à 12, mais on va avoir des conséquences à long terme. Même chose au niveau agricole, 15 à 40. Nous, ce qu'on a vu dans notre zone avec nos recherches, à 20-21 chevreuils au kilomètre carré, on n'avait pratiquement pas de perte agricole. Fait que de 15 à 20, là, la forêt et l'habitat agroforestier est capable de supporter ça sans avoir d'impact agricole. C'est clair que quand tu montes à 30, 35, 40, wow, là ça clenche, puis là, c'est là qu'il y a des pertes beaucoup plus importantes. Je vois plus Luc, juste François. Attends un peu. Excuse-moi, Luc, je te coupe. Oui. À l'air qu'on ne te voit plus. Vous me voyez plus? Moi, je te vois. Là, Martin, se place-tu? On te voit bien. Ouais, mais j'ai disparu tantôt, fait que ça va peut-être prendre un certain temps, Martin. Tu vas me revoir, là. J'avais comme disparu, puis je suis revenu, là. Moi aussi. On vous voit. Bon, ben, c'est pas notre système, là. Mais vous nous entendez, les gars? L'important, c'est que vous m'entendiez. C'est côté utilisateur, c'est pas du nôtre. C'est beau, continue. Parfait. On arrête de s'enfarger là-dedans, là. Parfait. C'est pas juste nous autres qui fait des bloopers. C'est bon. Au-delà de la densité, un ratio, s'il n'y a pas de pression de chasse, 0,0 pression de chasse, que l'humain n'existe pas, là, les ratios vont se rapprocher du 1 pour 1. On parle de 1,3, 1,4, 1,5 femelles par mâle. Et il y a une raison pour ça, puis je vais vous l'expliquer plus dans ma deuxième partie de conférence. Recrutement, c'est le... Comment je pourrais dire ça? Ça vient vous indiquer la santé de votre cheptel, votre côté dynamique du cheptel. C'est un baromètre. Ça, c'est hyper important. Ça aussi, j'en parle un peu plus loin. Structure d'âge, on parle de 45 à 50 de mâles d'un an et demi pour 50 à 55 de 2 ans et demi et plus. Ça, là, c'est ce qu'on vivait dans 8S quand on était juste à l'arc, puis dans 7 quand on était juste à l'arc. Puis dans 15, qu'est-ce qu'on vient d'ouvrir, là? C'est ça qu'on vivait. C'est pour ça que les gars voyaient gros des bocs puis des bocs matures. Est-ce que la gestion, on veut pousser notre gestion vers là? Est-ce que c'est pour des bocs trophées? Non. C'est parce que le cheptel, c'est ça qu'il a besoin. Ratio égal, avec une structure d'âge pour que les mâles immatures participent le moins possible aux routes, puis que les mâles matures fassent le job. Ça, là, c'est une question de respect de l'intégrité de l'espèce tout court. C'est ça qu'ils ont besoin, puis on veut le gérer de façon à ce que le cheptel soit géré de la même façon. Fait que ça, c'est ce qu'on a besoin sur le terrain, c'est ça qu'on vise. Maintenant, c'est quoi qu'on avait sur le terrain? On a fait un inventaire, moi et François, puis ça, on a été formé par les Dr. Carl V. Miller, Craig Harper, Dr. Craig Harper, Tennessee, Brian Murphy, Kip Adam, Matt Ross. C'est tous des gars qui nous ont formés aux États-Unis pour
dans le Steward 2 pour comprendre comment faire un inventaire caméra. Puis ça a été développé par des docteurs puis revérifié par d'autres docteurs. C'est un protocole qui est vraiment précis, qui nous amène des chiffres vraiment exceptionnels. Là. Fait que parcelles, c'est des parcelles de 500 acres, 10 jours de pré-appâtage à partir du 20 août, 14 jours d'inventaire à partir du début septembre, aller au 14 septembre. Pourquoi qu'on fait ça dans ces périodes-là? C'est parce que c'est les périodes où les chevreuils ont les plus petits territoires. Fait qu'on ne veut pas avoir les chevreuils qui viennent d'ailleurs pendant le rut. Là. On veut vraiment connaître la population qu'il y a sur le terrain présent. Ensuite de ça, une fois l'inventaire est fait, regardez bien ça. Là. Vous voyez encore mon curseur? François, tu le vois? Oui. Bon, première ligne ici. Là. Ça, c'est l'inventaire qu'on a fait avant le projet COGAFA, qu'on avait changé la gestion. Là. Avant de partir le projet, on a fait un inventaire. Et puis, tous les secteurs, sauf la densité, tout ce qui est en vert, c'est bon, puis tout ce qui est en rouge, c'est pas bon. Pourquoi que c'est en vert, la densité? C'est parce qu'on venait de frapper les hivers 2008, 2009, 2010. Je peux vous dire qu'avant ça, 2006, 2007, là, c'était en rouge à grandeur. Fait que le type de gestion qu'on avait était pas bon. On perdait le contrôle de la densité, nos ratios étaient déséquilibrés, le recrutement était à terre, le nombre de bocs n'était pas là, structure d'âge complètement défaite. Ça, c'est le résultat que tout le monde voit et que tout le monde parle. Tu sais, on se parle, là, ça fait des mois qu'on parle qu'on a une problématique dans le bois, puis tout le monde dit la même affaire. Je vois 15-20 femelles Evo, puis je vois 2 spikes, l'autre, il dit, je vois rien qu'un spike, puis ben, c'est peut-être l'image que vous avez, on l'a juste écrit en chiffre. On l'a en chiffre, là. C'est vraiment le cas. Après seulement 2 ans d'RTLB, on avait regardé, là, en rouge, là, c'est les 3 tableaux qui représentent la densité de chevreuil. Parce que, puis ça, là, on l'avait demandé au ministère, on avait dit, parce que nos ratios vont être plus égales, on sait que notre population va être plus dynamique, il faudrait être plus sévère sur la récolte de femelles. Puis, on ne nous a pas écoutés, puis c'est ce qui est arrivé. On est passé de 21 en 2011 à 35 en 2019. OK? Automatiquement, puis ici, là, c'était pas le nombre de mâles qu'on avait de trop, c'était le nombre de femelles. Beaucoup trop de femelles, donc population trop élevée. Fait que si on aurait eu l'outil pour gérer la densité, ça aurait été tout en vert. Le jaune ici, là, c'est un avertissement. Parce que notre densité est trop élevée, notre recrutement commence à avoir des impacts négatifs. Parce que l'habitat ne peut pas supporter la quantité de chevreuils qu'il y avait sur le terrain. Mais pour le reste, ratio 2.21, c'était excellent. 8.4 bocs, donc 40, on était rendu à 40 de mâles qui avaient 2 ans et demi et plus. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens voyaient, les réseaux sociaux se sont enflammés, les gens voyaient beaucoup de bocs, beaucoup de beaux bocs. Et c'est ça qui a fait que le RTLB a eu du succès. Mais nous avoir permis de contrôler la densité, bien, on aurait arrivé avec ça ici en bas, vert à grandeur, densité de 15 à 20 chevreuils, 1.3, 1.5 mâles par femelle par mâle, excusez, des recrutements de 0.7, 0.8, beaucoup de mâles avec une structure d'âge, beaucoup moins de femelles, mais savez-vous quoi? Nos 657 femelles auraient produit 460 veaux, puis dans le secteur COGAFA, on récoltait 260 chevreuils par année. 2010, 2011, 2012, on a récolté en moyenne 260 chevreuils par année. Fait qu'on avait une marge. Là. On aurait pu aller plus haut que ça encore. Luc, reviens donc, s'il te plaît, sur le chiffre du nombre de mâles au kilomètre carré. Juste pour rappeler aux gens, là, un kilomètre carré, c'est quoi? Là, normalement, en conférence, on vous lever la main au monde pour expliquer ou rappeler aux gens c'était quoi un kilomètre carré. Un kilomètre carré d'habitat à chevreuil, c'est 250 acres. Fait que juste pour placer les gens dans le contexte, là, 7 chevreuils sur 250 acres qui ont des cornes sur la tête, parce qu'on a un équilibre de population, il y a de l'action dans le bois, là. Oui, puis je vous donne un indice. Regardez en haut ici, là. Quand on a commencé le projet au début, là, on vivait exactement ce que tout le monde vivait. Beaucoup de femelles, pas beaucoup de bocs, puis le peu de bocs qu'il y avait, c'était des spikes. Regardez, on avait 1,875 bocs au kilomètre carré.
Puis les chiffres du ministère disaient qu'on en récoltait 1,5. Ça vous donne ça une idée de l'impact? Tu frappes un hiver ou deux dur, là, puis c'est ça qui fait que tes ratios déséquilibrent. Après 2 ans d'RTLB, on est tombé à 8,4 avec une structure d'âge beaucoup plus élevée. Fait que c'est clair que la qualité de chasse avait carrément changé. Là. Puis on est au début du projet. Là. Mm-hmm. Si le projet aurait toffé 5, 6, 7 ans sans avoir de variables qui arrivent de l'extérieur, comme les 2 permis de la 8 ou les 2 permis de la 5, ou carrément les 2 permis par chasseur, que là, il y en a qui viennent plus dans la 6, c'est clair que le projet aurait eu des meilleurs résultats. Mais là, le projet, c'est sûr qu'il a été faussé avec tout ça. Là. Un petit peu, Luc, je vais rappeler avant, sûrement que les gens se posent la question, là, on revient d'une slide. Oui. 2011, 2012, 2013, ces 3 inventaires-là, je tiens à le préciser, c'est quand même important. À l'époque, il y avait encore des sous dans le fond. C'est plate à dire, mais c'est important qu'on en parle parce que ça fait partie aussi des intérêts d'Unis pour la faune. Les sous disponibles pour les projets à caractère faunique, peu importe, les sous à l'intérieur de la chasse, de l'activité chasse et pêche, il y en a de moins en moins, mais à cette époque-là, si ça a été possible, c'est parce que les volets 2 existaient encore. C'était des programmes qui étaient gérés à l'époque par les CRRNT. Donc, on a eu des fonds pour faire ces inventaires-là. Ça s'est pas fait les 3 premières années, là, ça s'est pas fait tout seul. Il y a des gros coûts de reliés à ça. C'était quand même des inventaires relativement importants qui exigeaient beaucoup de dépenses au niveau des CAM, des appâts, nos honoraires. Fait que ça, à l'époque, on a eu de l'aide. On a eu de l'aide des MRC là-bas. C'est MRC d'Acton, Luc, à l'époque. Oui. Qui sont d'ailleurs partenaires, pas partenaires, mais qui ont émis une lettre, une résolution d'appui dans le cadre de notre projet avec les municipalités. En 2019, par contre, le dernier inventaire qu'on a fait, moi puis Luc, on s'est embarqué dans ce projet-là vraiment personnellement. C'est un inventaire qui nous a coûté à moi puis Luc, puis je dis ça très honnêtement, on l'a fait parce que nous, on voulait avoir les données, on voulait avoir des chiffres RTLB. On a eu un peu d'aide, je le mentionne aussi. FDCP nous a donné un petit coup de main là-dedans. Ils ont donné un peu de sous pour nous aider, mais je vous dirais que 90% de l'inventaire, c'est moi et Luc qui se l'est tapé. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste ouvrir une petite parenthèse. Des fois, on fait beaucoup de pro bono pour la chasse puis pour la cause. Mais ça, c'est un gros bout qu'on a fait dans le cadre du projet RTLB parce qu'on voulait s'assurer d'avoir des données privées. On voulait s'assurer aussi que nous autres, personnellement, on avait des données. Pas juste avoir des histoires de chasse, mais avoir vraiment des données de terrain. Fait que ces données-là nous ont été demandées souvent. Pas qu'on voulait pas nécessairement donner, mais c'était des chiffres qu'on gardait dans notre petite poche d'en arrière. Ils sont là, les chiffres parlent. Fait que à vous de juger maintenant. Je te laisse poursuivre, mon Luc. Jean-François me demande combien vous avez mis. C'est un inventaire qui a coûté tout près de 20 000. Ouais. 20 000, puis on a eu de l'aide à peu près pour 2 000. Fait que ça a été apprécié aussi, mais je vous dirais que ça a été financièrement, ça a été lourd à supporter. Ça, c'est l'année que j'ai perdu mon commerce en plus. Ça avait été une année difficile. Mais je vous laisse ces chiffres-là, puis aujourd'hui, puis tu sais, il faut comprendre, là, c'est exactement pour ça, là, si vous faites des dons pour l'UPF, ça va être des projets comme ça qu'on va mettre. Aller chercher des chiffres, être capable de négocier, puis de nous donner des outils, des armes pour aller négocier puis être capable d'atteindre ce qu'on veut. Là. Il y a Dave aussi qui me demandait, François, avec que je continue, là, si les faiblesses étaient toutes accouplées malgré un ratio de 7-1. Dave, j'en parle dans ma deuxième partie, je vais tout t'expliquer ça. Ça marche? On lâche pas, gang. La première partie achève. Quand même assez long, hein? Il y a des chiffres, c'est épouvantable. Ça, c'est la structure d'âge qu'on avait au début. Regardez, là, 2011, 2012, 2013, là. On jouait entre 10, 11 bucks à 8 bucks, puis quand on frappait un hiver dur, comme 2010 avait été dur, là, on avait un printemps très tardif, regardez le nombre de spikes qu'il y avait, là, on avait à moitié moins que d'habitude. Mais s'il y avait à moitié moins de spikes, là, c'est quoi qui est arrivé? Toutes les morts de 2 ans et demi et plus, pouf, on tombe au combat. Fait qu'on recommence. À tous les hivers durs, on ramasse le peu de bucks nature qu'il y a, puis là, à un moment donné, les bucks reviennent les spikes, puis là, on tire les spikes, puis là, ben, on revient pas à bout. Puis après seulement 2 ans d'RTLB, là,
24 bucks de 2,5 et plus. Puis là, c'est les 2 premières années qui comptaient parce qu'on avait rien que 2 ans. Là. Mais imaginez au bout de 4 ans. Là ici, ça a remonté, puis ici, ça a remonté ici aussi. 24 bucks. C'est pas des jokes, là. On est passé de 3 à 8 à 24 bucks sur 2000 out. C'est pour ça que les gars voyaient des bucks dans le champ, puis qu'ils voyaient des bachelor groups qu'ils voyaient plus avant. Tout était là, puis le projet était encore très jeune. On aurait pu avoir des meilleurs chiffres que ça. Ça, c'est le tableau de récolte de mâles. Ce que vous voyez en bleu, c'est toutes les récoltes des années antérieures dans l'ancien plan de gestion. Ça ici, c'est la récolte de mâles dans le plan RTLB. Puis, voyez-vous, en seulement 2 ans, là, on est venu à un niveau moyen des 15-20 dernières années. Puis là, on a eu l'hiver un peu plus difficile 2019. Là. Cette année, là, je pensais que ça remontait plus que ça. On s'est maintenu. Mais je vous le garantis là, qu'avec les hivers doux qu'on a, d'ici 1 an ou 2, pouf, on va remonter en haut de la moyenne. Puis savez-vous quoi? 80% de ces mâles-là, c'est des mâles de 2 ans et demi et plus. C'est ça que c'est plaisant. C'est hyper plaisant. On revient à des niveaux normaux, mais avec des bocs de meilleure qualité. Puis on peut se permettre de récolter plus de femelles parce que notre population est dynamique. Regardez, là. Tommy, il a commencé à 14 ans à chasser à l'arc, puis il en a pogné des femelles. 2018, 2019, à tous les ans, il récoltait sa femelle. Puis, il a été 2-3 ans au début à laisser passer des bocs parce qu'il n'y en avait pas. Son premier boc à 15 ans, il faisait 122. 122 pour les croquettes, je vous parlais là, que ça fait entre 120 et 130, là, 135, un spike, là, mais regardez, là. Je connais pas grand monde qui ne sera pas content de récolter ça. Là. 2019, Tommy a récolté ça, un beau 10 points qui faisait 125. Pas un très, très vieux boc, 4 ans max. Puis cette année, à l'arc, un Papagnon a tiré un beau, faisait 129 gross, un beau boc de 6 ans et demi. Fait qu'il en a laissé passer plusieurs pour arriver à ça, puis il a récolté des femelles. Fait qu'il est-tu un boc un chasseur de trophées? Non. Il chasse des bocs matures et il laisse la relève grandir, puis il récolte des femelles pour avoir une meilleure gestion. Ça, c'est un exemple de Mathilde, même chose. Mathilde a tué son premier boc cette année. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Là, vous pourrez aller voir sur notre plateforme. La vidéo est là, ou bien non sur la page YouTube de Bonne Chasse. Là. À l'émission passée le 7 février, Mathilde a fait une super belle chasse. Un beau boc de 135. Regardez, là, c'est à 135 ce boc-là. Là. Un super beau boc. Puis si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le garantis, prenez le temps d'aller le voir. Je vous le garantis qu'elle va vous faire verser une lampe. C'est écœurant comme vidéo. C'est vraiment ça coche. Fait que tout ça termine ma première partie. Gênez-vous pas. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit présentement, là, je vais partir la deuxième partie dans pas long. S'il vous plaît, allez liker notre page, signez, faites signer vos chums. Puis ça n'a pas besoin d'être des chasseurs, là. Chasseurs, pêcheurs, des gens qui aiment la nature, qui veulent la protéger. Venez signer pour qu'on puisse vous aider. Puis si ça vous intéresse pour avancer encore plus les projets, faites un don. Il y a la page, voyons, il y a un lien GoFundMe sur notre plateforme là, qui a été mis par David. Là. Si vous voulez, vous cliquez là-dessus, vous allez faire un don. Puis soyez certains qu'on va les utiliser à bon escient puis qu'on va travailler sur des projets pour faire avancer les choses. Fait que moi, François, je prendrais une ou deux questions max parce que ça a pris 1 heure, là, puis il y a une autre conférence d'à peu près presque aussi longue. Là. Fait que je veux pas décourager les gens, mais la deuxième partie est quasiment plus intéressante que la première. Fait que beaucoup d'informations. Fait que François, as-tu vu des questions? Je vais être honnête, j'ai pas mal répondu tout le long de la conférence, mais il n'y a pas eu de questions très, très précises. Je pense que les gens doivent peut-être le garder pour la fin. Fait que s'il y en a qui ont des questions précises avant d'enclencher la deuxième partie de la conférence, je vous invite à le faire. On peut aller vous chercher aussi en vidéo live. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, faites-nous signe. On va aller vous chercher en caméra puis on va prendre votre question. Excellent. Fait qu'on continue d'abord, François. On clenche ça pour... on ne veut pas prendre tout le temps aux gens, là, mais c'est vraiment... La deuxième partie est vraiment intéressante. Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment... Vous allez comprendre tout l'aspect de gestion. Là, on a parlé de chiffres. Là, on va parler de gestion. Fait que tu t'enclenches l'autre tout de suite, Luc, ou tu...
Ben, y en a-tu qui voulaient poser des questions? Moi, François, j'irai tout de suite. Les gens, je pense qu'ils sont encore bien concentrés. Donne-moi 2 petites secondes juste pour que je m'assure que tout est beau, là. Il n'y a pas de questions précises pour l'instant. On nous pose la question, vous avez peur pour la zone 15S? On a peur? Oui, on pose la question. Je vais prendre la question de... Attends un petit peu. Il s'en pose d'autres questions. Mais oui, pour répondre à la question sur la 15S de André Deslauriers, peur, oui, le chevreuil va persister, c'est clair, mais la chasse a quand même autorisé à l'ensemble des chasseurs du Québec de se diriger vers la zone 15S. On s'entend, là, des chasseurs qui ont le goût d'aller chasser des beaux spécimens, il y en a quand même beaucoup, même si on n'est pas tous des chasseurs de trophées, d'aller chasser dans une population équilibrée, saine, nouvelle population à chasser, ça l'intéressait bien du monde. Alors qu'on était dans une population de chevreuils marginale. Il y en a qui ont mentionné que 500 chevreuils dans l'immensité de la zone 15, c'était pas un hécatombe, mais on s'entend, les chevreuils dans la zone 15 étaient plus précisément autour de quelques villages seulement. Fait que, il me semble que ça aurait été peut-être la bonne occasion pour nos gestionnaires de démontrer qu'on pouvait peut-être gérer différemment, puis de gérer peut-être de façon contingentée. Moi, c'est la seule façon que je peux voir les zones marginales gérer de façon efficace à long terme, c'est de les gérer par chasse contingentée. On a déjà un système de tirage au sort qui est existant, autant pour la femelle, donc ça n'aurait pas été difficile non plus de le faire pour le mâle. En tout cas, ça aurait pu être une alternative. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de protection des jeunes mâles non plus. Ça aussi, juste ça aurait pu grandement aider. Mais c'est clair que ça va avoir un impact majeur. La qualité de chasse qu'il y avait là, puis j'ai parlé avec des gens, là, on s'entend, là, depuis qu'on a parti Unis pour la Faune, on parle avec énormément de gens. On parle avec plusieurs de la zone 15, puis déjà dans la zone 15, il y a des gens qui nous rapportent que ça a été un changement majeur après chasse. Là, les gens voient, c'était ça l'objectif, on s'entend. Là, ils voulaient contrôler un peu les densités aussi, mais c'est clair que ça va avoir un impact dans 3-4 ans si ça se poursuit comme ça. La 15, on va peut-être en parler un petit peu dans le passé. La qualité de la 15, en tout cas, là, il va rester du chevreuil, mais la qualité qu'on retrouvait là, elle sera plus là. J'espère que ça répond à ta question. Oui, on a peur. C'est assez clair. Après ça, Luc, André, je comprends très bien. C'est pas évident. Les personnes âgées, André qui nous dit qu'il comprend bien la RTLB, mais si on essaie d'expliquer le tout à certaines personnes plus âgées, c'est plus évident, c'est pas une question, mais moi, je vais vous rassurer là-dessus. Mon père a 84 ans. J'ai travaillé quelques années. Moi, s'il y en a un qui était pro-conservateur chez nous, c'était bien mon paternel. Je tripe sur la chasse puis que j'ai autant d'intérêt envers la faune en général, c'est à cause de lui. Par contre, avec les connaissances, avec le temps, j'ai réussi à le ramener, lui faire comprendre que la récolte de 1600 bois, c'était hyper important. Claude Astor, c'est ce qu'il fait. Il fait la même chose que nous autres. Il attend des mâles matures ou du 3,5 et plus. Sinon, quand il est capable, quand il applique, quand il oublie pas d'appliquer au tirage au sort cette année, il va se récolter une belle femelle, puis il a appris à être super content de ça. Fait que ça passe, là. C'est juste qu'il faut prendre le temps de bien expliquer. Puis une fois que c'est bien expliqué, habituellement, la majorité des gens embarquent dans ça. Fait que c'est pas mal ça. Luc, je vois pas d'autres questions précises. Fait qu'on va poursuivre. Regardez, s'il y en a à qui j'ai pas répondu, que j'ai pas vu passer, là, je m'en excuse, mais on va continuer. On va laisser Luc continuer la conférence. Puis on prend d'autres questions à la fin de la deuxième partie. Parfait. On est parti. Fait que je reviens avec la même slide de la première partie, là, la situation des érables dans un territoire, que ce soit à faible densité ou à haute densité, que ce soit au Texas ou au Canada, ça n'a pas d'importance. Le cheptel est conçu pour avoir des ratios équilibrés, des densités en dessous de la capacité du sport, avec une structure d'âge au niveau des mâles respectée à peu près moitié d'un an et demi, moitié de 2 ans et demi et plus. Ça, là, la règle, elle reste la même. Fait que, densité très variable, moi, ce que je vais parler un peu, la deuxième partie, je vais vous donner un exemple d'un territoire à 2 cerfs au kilomètre carré. C'est pas beaucoup, 2 cerfs au kilomètre carré, je vous dis, là, 250 acres, là,
C'est une mère et un veau. Fait que c'est pas de la grosse chasse, ça, là. Mais il y a des zones que c'est comme ça. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y a plusieurs places que c'est comme ça. Dans l'Outaouais aussi. Il y a des endroits là, que c'est vraiment descendu bas. C'est la même règle pour les femelles. Si on n'a pas un moyen de récolter une femelle, on n'a pas un moyen de récolter le mâle. Parce qu'oubliez pas une chose, au niveau de la naissance des fans, c'est égal les deux. Tu as autant de vos mâles que de vos femelles, puis ça, c'est prouvé scientifiquement. À plus ou moins 5 %, on s'entend, là. On n'arrive pas à 50-50, mais c'est très, très, très similaire. Le ratio doit rester le même. Et c'est encore plus important pour les zones où les hivers sont difficiles, parce que c'est ça qui va permettre une naissance plus hâtive des veaux, puis un rut plus court. On parle d'un rut de 35 à 45 jours au lieu d'un rut de 115 jours. Ça, je reviens un petit peu plus tard là-dessus, vous allez avoir des chiffres. Là. Fait que plus de femelles ne veut pas dire plus de faits. Oubliez ça, c'est pas directement proportionnel. Il y a d'autres variables qui sont hyper importantes à gérer. Pour augmenter la densité dans ces secteurs-là, là, il y a un facteur très important qu'il faut travailler, c'est l'habitat. Et ça, là, il y a on le sait, là, dans les zones où les hivers sont tough, là, il y a beaucoup de nos ravages qui sont bûchés et qui ne permettent pas aux chevreuils de bien passer les hivers. C'est pour ça que le cheptel de chevreuil a diminué à bien des endroits. Là. Je fais une parenthèse parce que on a eu un projet qui avait été demandé par la ZEC Owen à Rimouski. Je ne sais pas si les gens connaissent la ZEC Owen. C'était une ZEC qui était une super belle ZEC à Chevreuil. Le projet a été refusé. J'ai été présent. J'ai été parler avec les biologistes. Il y était 2 biologistes. Ils sont venus nous expliquer pendant 1 heure comment ils prenaient les données pour la profondeur de neige et l'importance que ça avait sur les pertes de nos chevreuils. Et ils nous ont dit les hivers tuent les spikes, fait que ça ne donne rien de les protéger. C'est ça qu'on s'est fait dire. Quand même assez triste comme réponse. Premièrement, j'ai posé la question, comme ils sont où les chiffres qui démontrent que les hivers tuent les spikes, alors que c'est les chasseurs qui tirent les spikes depuis 30 ans, là, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on tire les spikes, puis on ne donne aucune chance, il en reste presque plus à la fin de la saison. Là. Je me demande comment on fait pour savoir que les hivers ramassent les spikes. Puis l'autre question que j'ai posée, c'est que c'était probablement plus les veaux qui mouraient parce qu'ils n'étaient pas au bon timing, puis le veau qui meurt durant l'hiver, ben lui, il ne fait pas un spike l'année d'après. Ça se peut que l'année suivante, il n'y ait pas beaucoup de spikes disponibles pour les chasseurs. Fait que ça a été triste parce que les gars voulaient faire un changement. Il y avait plusieurs chasseurs qui étaient prêts à faire un essai, puis de collaborer avec le ministère, puis d'amener des chiffres, travailler sur le terrain, tout bénévole. Ça aurait été un laboratoire vraiment super intéressant. Ça, je vais vous revenir avec des chiffres tantôt plus tard avec la ZEC Owen, puis vous allez voir la différence entre le RTLB et un autre. Ici, là, vous voyez un baril. La loi de Liebig, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'est une loi qui est appliquée à plusieurs niveaux. La loi du baril troué. Tu as beau essayer de le remplir, mais si ton trou est à cette hauteur-là, il ne pourra pas aller plus haut que ça. C'est impossible. Fait que l'objectif, c'est de boucher ce trou-là jusqu'ici, puis la prochaine étape, c'est là que ça va avoir une fuite. Je vous fais un exemple, une image côté végétal. Les gens, vous le savez, moi, je suis un technicien agricole, puis je travaille gros au niveau avec les agriculteurs. Cet été, là, on a eu une des pires sécheresses qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Là, dans mon coin, là, dans le coin de Saint-Guillaume, là, entre Drummondville et Saint-Hyacinthe, on a eu 32 jours, pas de pluie, des températures 32-33 degrés. Je rentrais ma main d'un crack dans le sol argileux. C'était épouvantable. Puis pourtant, j'ai 2 agriculteurs côte à côte, dont un qui a réussi à sortir 800 kilos à l'hectare de plus que l'autre. Même condition. Il n'y avait pas d'eau. Est-ce que moi, je pouvais dire à mon producteur, arrête de semer du maïs, ça ne donne rien. Ça ne donne rien de semer du maïs. Plus ça va, plus on a de sécheresse, puis la température devient de plus en plus chaude. C'est une mauvaise réponse, je vous le dis, la porte, moi, elle sera ouverte, puis je serai out. Il faut que je trouve des solutions à ces gars-là. Puis les solutions, là, je vais vous les montrer. Là. Puis vite fait, je ne veux pas faire un cours d'agronomie, je veux juste que vous compreniez qu'au-delà de l'eau, il y a d'autres choses qui font qu'on n'arrive pas à contrôler. Mon producteur qui a sorti 800 kilos de plus à l'hectare, là, ce gars-là, là, il s'est arrangé pour que la chimie de son sol soit à point.
Ça veut dire un bon pH. Un bon pH, le développement des racines va se faire très rapidement. Il s'est arrangé aussi pour faire des meilleures rotations de culture avec des céréales. Il a laissé en paille au champ, mis du fumier, fait des engrais verts. Sa matière organique, là, 2% plus élevée que le voisin. Chaque pourcentage de matière organique, c'est 20 000 gallons d'eau dans le sol, pour un total de 40 000 gallons d'eau de plus en réserve que son voisin. Commencez-vous à comprendre où ce que je veux aller avec ça, là? C'est le même stress qu'il y a eu, là. Mais il a fait une gestion différente de son sol. L'effet qu'il y ait un bon pH et la matière organique, sa vie microbienne dans le sol était hyper active. Bactéries, vers de terre, nématodes, champignons. Champignons, là, juste pour vous donner l'impact des champignons, là, qui mycorhizent, comme en mycorhize avec le maïs, une association. Les champignons s'infiltrent dans les racines du maïs, vont aller chercher de l'eau plus loin et des minéraux pour le maïs, et le maïs va échanger des sucres pour nourrir les champignons. Fait que tout ça, c'est une gestion des sols qui a fait que le stress hydrique qu'ils ont eu a été limité. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de perte, le gars, là. Il aurait probablement sorti une tonne de plus encore. Mais il a limité ses pertes de 800 kg hectares, juste parce qu'il a géré son sol différemment. Chevreuil, c'est la même affaire. Même affaire. On parle des hivers, mais au-delà de ça, il y a des variables qui est la gestion du cheptel qu'on va parler, l'habitat qui est hyper important dans les zones où les hivers sont difficiles. Fait que de se faire répondre par nos gestionnaires, c'est à cause de l'hiver, puis ça ne donne rien de les protéger. Ben, excusez-moi, mais moi, en tant que chasseur, je n'accepte pas ça comme réponse. Je ne l'accepte pas. Puis, il y a des choses à faire de plus intéressantes, il y a des choses à faire de mieux pour nous aider à limiter ces stress-là, puis c'est ça que je vous explique. Même tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une meilleure gestion de mon cheptel, puis je vais expliquer un par un l'importance de la densité, des ratios mâle-femelle, du recrutement des femmes, des structures d'âge. Je vais tout vous expliquer un par un. Puis une fois que ça c'est fait, on travaille nos habitats, que ce soit les ravages ou qu'on fasse un petit champ nourricier ou qu'on fasse des coupes pour favoriser nos arbres à noix, peu importe. On travaille l'habitat, on travaille notre gestion de cheptel. Savez-vous quoi? Premièrement, le cheptel va être plus productif. Donc, on va limiter nos stress hivernaux. Est-ce qu'il va y avoir de la perte? Oui. Vous allez voir, on a des chiffres, là. On va vous montrer des chiffres, là. Il y a de la perte, mais des pertes beaucoup moins importantes. Et c'est là qu'on peut se permettre de se démarquer avec un projet comme le RTLB. Qualité de chasse va être de beaucoup supérieure, malgré le fait qu'il y ait moins de chasseurs. Je vais vous montrer ça en chiffres à Isaac Owen. Je fais passer le cheptel de 2 chevreuils au kilomètre carré à 3. Je pense pas avoir été cochon, là. Puis vous allez voir la qualité de chasse qu'il va y avoir là, c'est incroyable. Incroyable. On continue. La densité. Quand on dit gérer la densité, c'est hyper important. Regardez ça, là. La ligne bleue ici, là, c'est la densité de chevreuil, puis la ligne rouge, c'est la qualité de l'habitat. Il faut s'assurer d'être dans la courbe où la croissance du gibier est au maximum. Fait que quand on parle du recrutement, là, ben c'est ça ici, là. 0.8, 0.9. Ici, oups, ça monte moins vite au début, là, 0.3, 0.4, ça monte moins vite. Oups, ici, 0.8, 0.9. Quand on dépasse la capacité de support, on tombe à des 0.4, 0.5. À un moment donné, tu arrives ici, tu es à 0.2, 0.1, puis ça ne marche plus. La qualité de l'habitat est au minimum. Mais regardez dans une zone agricole, comment le point d'inflexion, c'est le croisement des deux courbes, c'est beaucoup plus loin parce que l'habitat est capable d'en supporter beaucoup plus. En zone forestière, le point d'inflexion va être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on monte, la qualité de l'habitat va diminuer très rapidement. Et c'est là que, dans notre recrutement, on va le voir tout de suite. Là. Si on dépasse les 5, 6, 7 chevreuils au kilomètre carré, ça se peut que notre recrutement montre des signes de fatigue, puis qu'il commence à diminuer. Ça, c'est pour... Fait que le but, là, que ce soit en forestier ou en agricole, c'est de se situer juste avant le point d'inflexion, qui est en même temps pour avoir une belle qualité, mais que des recrutements élevés, dynamiques, avec une bonne habitat, fait que
si on maintient notre cheptel à ce niveau-là, ben, on va toujours avoir une qualité de chevreuil et une qualité d'accouplement, une qualité de recrutement. Ça, c'est pour la densité. Maintenant, pour les ratios. Le RUT est beaucoup plus long avec des ratios débalancés. Puis là, c'est des chiffres qui viennent pas de moi. C'est des chiffres qui viennent du Dr. Greenwood. 35 à 45 jours pour des ratios équilibrés presque 1 pour 1. Comparativement à 115 jours dans l'État de New York qui avait fait des chiffres pour des ratios 9-1. Quand on nous dit que les ratios 9-1, c'est impossible, là, ben, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, puis c'est possible. Puis ça, c'est pas nous autres qui l'ont fait, là, c'est des docteurs en biologie. Fait qu'une combinaison de plusieurs hivers difficiles avec une pression de chasse élevée, c'est mâles, va favoriser des ratios aussi déséquilibrés, puis avoir des impacts. Fait que quand vous avez des routes aussi longues que ça, là, ben nos mâles matures, là, quand ça fait 3 mois là, qu'ils courent, il y a 2 mois et demi, 3 mois, là, ça n'arrive pas. Il arrive un hiver dur, puis tous ces mâles matures-là, souvent, on les perd. Ceux qui suivent les mâles matures, là, ils nous le disent tous, là, hey, ça fait il y a 4 ans et demi, il y a 5 ans et demi, whoop, un moment donné, une hiver dur, paf, je l'ai perdu. Pourquoi? Ratio déséquilibré, puis le mâle n'a pas su passer l'hiver parce que la route a été trop longue. L'autre aspect, les mises bas sont plus longues. Si le RUT se fait sur 115 jours, vous avez des mises bas sur 115 jours. Fait que votre coyote, là, prédation, le coyote, ours, lynx, pékin, peu importe, ces prédateurs-là là, vont avoir le double, voire même le triple de temps de fenêtre pour les récolter, ces veaux-là. Fait que pour pas plus de veaux, ils vont avoir 3 fois plus de temps à les récolter. Fait que la perte, elle est plus élevée. Avortement. Quand une femelle se fait accoupler au mois de janvier, fin janvier, là, j'ai vu, moi, un boc accoupler le 8 février. Là. Je l'ai vu de mes yeux. Là. Fait que quand tu arrives au mois de janvier, tu es dans une grosse stress d'hiver, une grosse tempête, il fait frais, tu es dans la neige, tu n'as pas de bouffe, il y a une partie d'avortement. C'est dur à calculer, mais avec les chiffres qu'on a fait, vous allez voir plus loin les chiffres où ce qu'on a manqué. Là. Puis, l'abandon. Quand les veaux naissent trop tard, c'est quoi qui arrive? Ben, les plantes ont déjà dépassé le meilleur timing de croissance, même que plusieurs ont déjà fait le semence pour passer l'autre année. Fait que le niveau de protéines des plantes est beaucoup plus bas. Dans les zones agricoles, c'est pas un problème parce que la protéine, il y en a partout. Que ce soit des champs de trèfle, des champs de soya, des champs de luzerne. Vous les voyez toutes là-dedans, c'est pas pour rien. Ils ont besoin de protéines pour faire le lait et faire le panache. Fait que l'abandon, quand tu arrives dans une zone forestière, comme dans le Bas-Saint-Laurent ou dans l'Outaouais, puis qu'il n'y a pas de zone agricole, ben ces plantes-là, ils ont moins de protéines. C'est quoi qui arrive? Ben, les femelles ils produisent pas autant de lait. Fait que si tu arrives avec une femelle qui a 2 ou 3 veaux, puis qui n'est pas capable de produire le lait, ben il y a carrément abandon des fans. Et ça arrive à l'occasion. Ça, c'est la partie avant l'hiver. Mais là, une fois qu'on est parti là, il y a aussi la perte hivernale. Ça, là, ça venait un baril troué, là, c'est ça. Je quitte 2 minutes. Oui. Faut que je quitte. Faut que tu quittes? Ouais, mais je reviens. Ah, il n'y a pas de trouble, Frank. Tu peux couper mon micro? Pas de trouble. Micro, je ne peux pas le couper, Frank. Au pire, fais juste l'éteindre. Tu m'as-tu entendu, Frank? Bon, on ne l'a pas entendu. Fait que je continue. Fait que l'important, là, concentration, ratio mâle-femelle équilibré pour éviter ces pertes-là, puis avoir des veaux mieux préparés à l'hiver, donc avoir moins de pertes hivernales. Baril troué, hyper important. Continue. Regardez Coyote. On est là, vous voyez peut-être pas bien la date, là. Cette valeur, c'est le 21 ou le 24 juillet. Il y a une belle patte de chevreuil dans la bouche, là. Un autre exemple, regardez ici, là, un fœtus trouvé carrément dans la neige le 23 mars 2019 dans la région de Gaspésie. Avortement. La femelle a fallu qu'elle avorte pour être certain de ne pas pouvoir passer l'hiver. Ça, c'est des cas existants. Ça, c'est un tableau qui est super intéressant, qui est venu compléter un peu les travaux qu'on avait faits, moi et François. C'est des chums référence Sylvain Caron, ingénieur forestier, Daniel Gaudreau, ingénieur forestier, puis il y a une maîtrise en sciences forestières aussi. Là. C'est des solides têtes.
des gars qui ont fait des formations, même affaire que nous autres aux États-Unis avec les biologistes, les docteurs en biologie. Ils ont trouvé avec l'hiver 2019, là, regardez bien ça, là, en gras, 5,2 femelles par mâle. On avait 20% de taux de survie avec un hiver difficile. C'est drôle, c'est dans cette zone-là qu'il y avait le moins de chevreuils au kilomètre carré. Celui qui avait le meilleur ratio, curieusement, c'est lui qui avait le meilleur recrutement. Taux de survie, 57%. C'est presque 3 fois mieux, là. On s'entend que c'est pas parfait, là. J'ai perdu 43% de mon cheptel, là. Mais on s'entend-tu qu'il y a une marge entre les deux, là? Puis c'est drôle. 2,78 serres au kilomètre carré, c'est la zone où il y avait la meilleure densité. Fait que c'est pas un hasard, là. Ça peut pas tout le temps être un hasard, sinon je m'en vais acheter un billet de 6,49, ça presse, puis je vais gagner dans pas long, c'est clair, net et brisé. Puis regardez, là, 2,8, 3,1, 4, 4,3, voyez-vous, c'est directement proportionnel, là. 20, 33%, 45%, puis on est monté à 55%. Puis je garantis que à partir de 1 pour 1, là, si on avait monté à 1 pour 1, peut-être que ça aurait été 65-70%. Reste à voir. Fait que c'est quoi que ça veut dire? Regardez, là. 20 juillet, regardez la grosseur de Stéphane, là. Pas des jokes, là. Ça arrive. Dans la 6, on voyait ça régulièrement. Puis quand je faisais mes conférences avec les chasseurs, ils me le disaient souvent, oui, là, que j'ai vu des veaux picotés au mois d'octobre, en pas de sens. Puis là, depuis qu'on a le RTLB dans la 6, là, on en voit. Moi, en tout cas, je n'ai pas revu depuis ce temps-là. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais la quantité est de beaucoup moindre. Regardez ça. Là. C'est au 25 octobre, c'est encore picoté dans la neige. Pensez-vous vraiment qu'ils vont passer l'hiver? Pas certain. Ça, regardez la prochaine. Le 9 février, le veau est encore picoté. Le veau à droite, là, juste ici, là, regardez la photo comme il faut, là, c'est encore picoté. On continue. Recrutement. Il y avait une question tantôt à savoir si les femelles, même dans un ratio 7-1, désolé les gars si vous posez des questions, j'essaie d'être concentré là, sur ma diapo, là, fait que je ne peux pas répondre pour tout de suite. François va revenir tantôt, on pourra répondre à la fin de la présentation. Là. Tantôt, il y avait une question à savoir, même dans un ratio aussi déséquilibré, est-ce que les femelles sont accouplées? Oui. Et je suis content parce que M. Dumont, hier, le biologiste en Outaouais, il avait parlé, puis il avait parlé de chiffres de 95% de femelles accouplées. Puis regardez mes chiffres, c'est 95%. Même affaire. Avec une moyenne de 1,5 veaux par femelle. Jusque-là, ça va super bien. Puis, tu sais, notre biologiste disait, il n'y a pas de trouble de recrutement, ça va super bien. Ça je comprends et je le concède. Mais entre le fœtus et le chevreuil qui tombe à 1 an et demi pour récolter aux chasseurs, c'est quoi qui reste? Et c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le baril troué. Il y a beaucoup plus de pertes, puis c'est ça que je viens de vous expliquer, là. Les avortements, la prédation, les abandons, puis les hivers difficiles, fait qu'on a plus de pertes par rapport aux autres. Fait que ça, on parle de baril troué. Regardez les chiffres, là, puis là, je veux pas tout vous expliquer, là. Je veux vous retenir une chose. C'est que 100 femelles, dans un ratio 5-1, au bout d'1 an et demi, il restait même pas 10 chevreuils. Les mêmes, là, on parle pour un hiver difficile, là. On s'entend, là? On parle pour l'hiver difficile comme 2019, là. 100 femelles, au bout d'1 an et demi, il reste quoi? Il reste à peu près 10 chevreuils d'1 an et demi. Les mêmes 100 femelles pour un ratio 3-1, savez-vous quoi? Il en reste au-dessus de 60. Ils ont eu la même hiver, ils ont eu les mêmes conditions, mais parce qu'on l'a géré différemment, on a eu beaucoup moins de pertes. Est-ce que c'est 20 ici, puis 50 là? Écoutez, là, rendu là, on peut s'ostiner, là, mais la chose qui est certaine, c'est qu'il y a une maudite différence entre les deux, puis que ça vaut la peine de changer de méthode de gestion pour atteindre ces objectifs-là. Là. On continue. Structure d'âge. Hyper important d'avoir une bonne structure d'âge. Encore une fois, baril troué, le rôle des mâles matures pour montrer aux jeunes mâles comment que ça fonctionne, puis d'éviter que nos jeunes mâles mettent trop d'énergie dans le rythme parce qu'ils n'ont pas atteint le poids maximal encore. C'est des jeunes mâles.
Fait que l'effet d'avoir des mâles matures va protéger ces mâles-là contre les hivers plus difficiles. Ne pas baser notre chasse sur un seul segment. C'est ça qu'on vit à bien des places. Aussitôt qu'un hiver dure, les veaux ne passent pas au travers, fait que l'année d'après, les spikes ne sont pas présents, puis il n'y a pratiquement pas de mâles matures. Fait que c'est clair que le cheptel, le succès de chasse plante. Fait que c'est ça qu'on a vécu dans la 6. Malgré l'hiver difficile de 2019, on a maintenu notre qualité de chasse. Oui, il y a eu une petite baisse, puis c'est normal, ça peut arriver, les hivers sont durs, puis sont là pour faire du ménage dans le cheptel. Mais de là à sacrifier un cheptel au complet, puis de prendre 10-15 ans avant de le ramener, il y a une marge entre les deux. Là. Quand même une marge assez importante. Alors, regardez la Zakowin, je reviens avec ça. Là. Ça s'en vient, les gars, là. Il n'en reste pas si long que ça. Là. Regardez la Zakowin. Ça, c'est les chiffres qu'ils ont eu sur 615 km². On parle de 115 box, 117. J'ai même pas mis les pieds là, puis je peux vous dire les hivers qui ont été durs. Regardez, 2008, ça a été dur. 2009, pas de chiffre. 2010, très dur. Le suivi du 2010, ça a été dur. Oups, ça a recommencé à monter, c'était plus doux, 71. 2013 aussi doux, oups, ça a remonté. Oups, 2014, difficile, pouf, ça a replanté de suite. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, là, 615 km², ces gars-là récoltent entre 20 et 26 chevreuils au kilomètre, entre 20 et 25 chevreuils au total du 615 km². Ils sont passés de pas loin de 500 chasseurs à 239 chasseurs. Ça, c'est une perte économique, c'est une perte faunique, puis c'est une perte dans tous les niveaux. C'est ça qu'on veut changer. Je vais vous faire un exemple tantôt. Regardez, là, la Zakowin, c'est ça qui se passe, là. Je vais juste aller à l'autre, je pense que j'ai le... Regardez la Zakowin. Si on a dit qu'on a 2 chevreuils au km², ça fait une population totale de 1272 chevreuils. À des ratios de 7-1, ben, ça fait à peu près 122 bocs puis 850 femelles. C'est ça que ça dit. Je reviens. Mes 122 bocs, là, j'ai à peu près une centaine de spikes. Un peu de 2,5, 3,5, 1 ou 2, 4, 5 ans. Fait qu'à tous les ans, là, si un hiver doux, fin, la récolte est bonne. On va récolter peut-être 80, 90 spikes, puis on va récolter un peu de 2,5, puis de là, puis on va pogner nos 100 bocs. Frappe un hiver dur, whoop, la barnouche, il n'en reste pas gros. On va peut-être pogner un 60 spikes avec une coupe de gros, monter à 70 bocs. Puis ainsi de suite. Puis on n'arrive pas à bout, là. Un hiver dur, là, tu fesses plus d'un vieux boc, fait qu'il en reste moins. Fait que tu tournes en rond. Fait que c'est ça que la Zakowin vivait. Moi, ce que j'avais proposé à Zakowin, que le ministère avait refusé, c'est qu'avec une situation comme ça, on aurait fait un inventaire avant un projet. Avoir eu ces chiffres-là, j'aurais dit aux gars, vous récoltez 100 femelles par année. Hey, c'est pas des jokes, là. Je lui ai dit de tirer 100 femelles, puis il n'y a plus de chevreuil. Puis regardez bien ça, là. Vous tirez 0 boc les 2 premières années. Vous tirez 100 femelles par année, mais il y en a 150 titres, là. 300 divisé par 2, tu as 150 femelles qui viennent remplacer là. Il va y avoir de la perte hivernale, oui. Il va y avoir une baisse au début. Pas de trouble, ça va équilibrer notre ratio plus vite, notre chevreuil va être plus dynamique. Je ne passerai pas à travers tout le tableau. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au bout de 4 ans, là, 4 ans de sacrifice, puis de dire on fait attention, on s'entend, sacrifice, là, les gars ont pogné 100 femelles par les 2 premières années. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas récolté 100 chevreuils. 4e année, là, après la 4e année, on a 500 bocs. On est revenu au même niveau de femelles, même un peu plus. Presque le double de veaux. Puis on a remonté juste de 1 chevreuil au km². Ce que ça veut dire sur le terrain, regardez bien les chiffres, là. C'est capoté, là. Au lieu de chasser 15, 20, 15, 16, 17 bocs de 2 ans et demi et plus, là, au bout de 3, 4, 5 ans, j'en ai au-dessus de 300. 300 bocs de 2 ans et demi et plus, puis au-dessus de 200 bocs d'un an et demi. Puis voyez-vous que les spikes, là, on en a plus. Plus la population devient dynamique, plus on produit de veaux, plus j'ai de relève. Mais on veut les protéger. Parce que nous autres, ce qu'on chasse, on va chasser des 2 ans et demi, des 3 et demi, des 4 et demi, des 5 et demi, puis un peu d'un an et demi, parce qu'il va y avoir une coupe de 3 pointes et plus de même côté qu'on va être capable de récolter. Fait qu'on répartit notre récolte sur plusieurs segments. Fait que même si je frappe un hiver dur ici, là, puis que je perds la moitié de mes veaux,
Puis au lieu d'arriver comme ici, 169, je tombe à 80 spikes. Pas grave. J'ai tous ceux-là. J'ai tous ceux-là pour faire ma récolte. Puis si je frappe 2 hivers durs, oups, ça va ralentir. Puis à un moment donné, je vais frapper des hivers doux, puis ça va repartir. Puis ça va repartir plus vite. Fait qu'on chasse dans la qualité. Savez-vous quoi? J'ai pas bien plus de chevreuils. J'ai un chevreuil de plus au kilomètre carré. Mais au lieu d'avoir 13, 14, 15, 100 femelles, puis avoir 200, 100, 200, 250 bucks, j'en ai 500, puis j'ai rien que 6, 700 femelles. Puis ça a un impact sur nos pertes des veaux. Fait que mes veaux, oui, sont plus productifs parce que j'ai beaucoup moins de pertes hivernales. J'ai beaucoup moins de pertes parce que le ratio il est équilibré, donc le rythme est court. Donc, moins de pertes au niveau prédation, avortement et abandon. OK? J'espère d'être assez clair. Ça, c'est les chiffres de la zone 10. Les chiffres voyons, des inventaires de la zone 10. On disait que les biologistes disaient qu'on était à 3,22 km² pour une population de 53 605 chevreuils. Puis dans ce temps-là, on disait, dans les années 2006, là, écoute, on faisait des super belles récoltes, puis on disait que les populations étaient élevées. En 2014, il y a eu un autre inventaire, puis ils ont évalué les populations à 46 500 pour un 2,79 serres au kilomètre carré. On a planté à 6 768 récoltes. Déjà en 2014, les chasseurs sont en panique parce que ça ne marche pas. Écoutez bien ça, là. On arrive en 2020. On évalue les cheptels à 33 100 chevreuils. Puis curieusement, ils disent qu'on a un ratio 4-1. Puis M. Lebel, il avait bien dit qu'il ne croyait pas à nos chiffres qu'on pouvait monter un ratio 5-1. Mais 4-1, ça passe. Je la comprends pas, mais c'est pas grave. 2020, on plante à 3776 du jamais vu. C'est la catastrophe pour les chasseurs. Alors, regardez bien les chiffres, là. On est passé, là, de 53 000 à 33 000, selon les inventaires. Ça, là, c'est 1,2 serres au kilomètre carré de moins. On passe de surabondant à catastrophe. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Prenez le temps d'y penser, posez-vous la question, mais il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. On continue. Taureau, la zone 10, voyez-vous, là, en 2006, là, on avait récolté 11 000 chevreuils. Selon les populations de densité, on récoltait 20 de cheptel. 20 là, c'est le pourcentage cible normal qu'on peut récolter le gibier sans avoir d'impact négatif sur le cheptel. En 2014, on est tombé à 14 puis en 2020, à 11 Fait qu'il y a un problème, là. Il y a réellement un problème, puis on n'est pas capable de retrouver la qualité de chasse qu'on avait avant. Fait qu'application en zone moins forte en densité, on peut récolter beaucoup plus de chevreuils avec un projet RTLB, là. La Zacowin, au lieu de tirer 20-26 chevreuils comme ils font présentement, là, ben, s'ils récolteraient 100 femelles, puis les 100 bocs qu'ils récoltaient avant, là, ils pourraient récolter 200 chevreuils par année avec une population plus dynamique, puis avoir vraiment plus de fun qu'ils ont aujourd'hui, là. Puis on n'affecte rien, là. Ils l'ont récolté plusieurs années, 100 bocs, là. Fait que tu fais 100 bocs, 100 femelles, les femelles, il y en a autant que des mâles. Il n'y a pas de raison, tu n'affectes rien, là. Fait que ça, là, c'est une grosse différence. On s'ajuste. On peut s'ajuster aussi selon la dureté de l'hiver. On n'est pas obligé de fesser à tous les ans, là, comme s'il n'y avait pas jamais eu d'hiver, là. On peut se priver des fois puis récolter un peu moins de femelles ces années-là. Faire attention à notre cheptel de mâle en protégeant les jeunes mâles. Puis on va avoir des succès beaucoup plus intéressants. Piste de solution. C'est ça que je vous ai parlé. Il me reste 1 ou 2 slides. Ça achève vraiment. Piste de solution, ce qu'on voit nous autres, c'est le RTLB à la grandeur du Québec. Hyper important pour équilibrer nos ratios, puis en plus, protéger une partie du segment pour avoir un peu de gibier dans le bois. Ramener la récolte de bocs à 1 par chasseur. Ça n'a aucun sens, puis vous l'avez vu, là. Tu sais, on a vendu 30 000 permis de plus cette année, là. Puis on a pogné 2500 chevreuils de plus, là. Le citron, il est pressé au max. Fait qu'on revient à 1 boc par chasseur, puis 100% des zones se verraient attribuer un nombre X de permis de femelles. 100%. Si tu es capable de récolter 100 mâles dans la zone 2, tu es capable de récolter 100 femelles. Il n'y a pas de raison. Sinon, tu tires trop de mâles. Dans les zones à forte densité, le permis de femelle serait à un double battage, mais avec l'obligation de récolter une femelle avant d'avoir son permis de mâle.
Ça veut dire que si dans la zone 6, on détermine qu'il faut récolter 8000 femelles parce que là, il faut baisser la densité, bien, ceux qui vont avoir les 8000 permis de femelles, tant qu'ils n'ont pas récolté les femelles, ils n'ont pas de permis de mâle. La job, elle va se faire. Dans les zones à faible densité, bien, le permis de femelle serait unique. Vous n'auriez pas le droit au mâle, c'est bien comprenable, ce serait de répartir la récolte de façon égale pour que tout le monde ait une chance de récolter son gibier. Et voilà, terminé. Encore une fois, s'il vous plaît, faites signez et faites signer le monde. Si vous voulez aller faire un don, on va s'occuper de ces dons-là pour faire des beaux projets et faire avancer les choses. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Venez juste me dire que vous voulez que j'aille vous partager. Là. Venez me dire ça, là, puis je vais aller vous connecter avec la caméra, là, ceux qui veulent venir parler avec moi. Là. Les gars, vous avez aimé? Monsieur Luc, je suis en train de répondre. Okay. Ah, OK, t'es là, Frank? Oh, oui, je suis revenu, oui. Good. Bon, JC. Super solide, Luc. Conférence extrêmement bien ficelée. Fait que, je pense que les gars, vous êtes contents. C'est des bons commentaires. Merci au bout. Il y en a-tu qui ont des questions? S'il y en a qui veulent venir nous poser des questions live, là, go, faites-vous lever la main. On est là pour vous, les gars. Y a-t-il des affaires qui n'étaient pas claires? On a enregistré la conférence. C'est probablement elle qui va être rediffusée demain soir et dimanche soir. S'il y a des choses qui sont pas claires, avisez-nous.